Généralement, quand on aborde un diagnostic médical, on s'attend toujours à une précision absolue, tu vois. C'est presque de l'ingénierie. Ouais, c'est très clinique. Voilà. Genre, tu prends un bras cassé, la radio te montre une ligne blanche bien nette sur l'os. Le médecin pointe le truc et te dit que le problème est là. C'est binaire, c'est visible. Et psychologiquement, c'est hyper rassurant. Le cerveau humain, il est vraiment câblé pour chercher ce genre de certitude. C'est ça. Il adore quand les menaces peuvent être étiquetées et rangées dans des petites cases bien claires. Sauf que, et c'est là que ça devient compliqué, quand on quitte la table d'examen pour rentrer dans le domaine de la psychologie de la performance ou de la pression extrême, cette clarté, elle disparaît complètement. Ah oui, là c'est le flou total. C'est comme si la machine à rayons X tombait en panne, quoi. On navigue dans un paysage intérieur qui est incroyablement trouble. C'est le cœur même de l'anxiété de performance en fait. Il n'y a pas de scanner pour imprimer une image des attentes qui pèsent sur les épaules de quelqu'un. Ouais, c'est impossible. On ne peut pas plâtrer le doute, on ne peut pas prescrire un antibiotique contre la peur de l'échec. C'est une architecture qui est totalement invisible. Et c'est précisément cette architecture invisible qu'on va démonter dans notre décryptage d'aujourd'hui. Bon, plantons le décor, parce que ça ressemble vraiment à un film. Un très grand film même. Grave. Imaginez la scène. On est à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'affiche, c'est le Sénégal face au Maroc. L'enjeu est juste monumental. Surtout face aux pays hôtes. Exactement. Et là, coup de théâtre en demi-finale. Le capitaine emblématique du Sénégal, Kalidou Koulibaly, le vrai pilier de la défense, il se blesse. Le cauchemar. C'est ça. Et pour le remplacer au pied levé pour le match le plus important du tournoi, la sélection fait appel à un jeune défenseur de Chelsea, Mamadou Sarr. Et ça, c'est vraiment le point de bascule archétypal du sport de haut niveau. Passer de remplaçant à titulaire pour une finale continentale, la charge émotionnelle est juste vertigineuse. C'est clair. C'est dans ce genre de moment sur 90 minutes que se forgent les légendes ou que se brisent les carrières, en fait. Eh bien, pour comprendre comment un être humain gère ce niveau d'intensité, on va se baser sur un entretien à cœur ouvert que Sarr a accordé au magazine 11 Mondial. Une interview hyper riche, d'ailleurs. Ah ouais, vraiment. Il y dévoile les coulisses de sa préparation mentale. Et l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est pas juste de parler tactique ou football. Non, c'est beaucoup plus large que ça. Voilà. La mission, c'est de décoder l'anatomie de la pression. Comment il fait pour ne pas se laisser écraser par ce moment qui peut définir sa carrière Paris. Et les leçons qu'on en tire, c'est de l'or pour quiconque doit affronter un moment crucial, que ce soit une présentation, un gros examen ou un changement de vie. Bon, décortiquons ça. La toute première ligne de défense de Sarr face à ce tsunami médiatique, c'est un isolement total. Un boycott radical, ouais. C'est ça. Il explique qu'il s'est promis de ne pas regarder les réseaux sociaux, de fuir le tumulte. En gros, il voulait traiter cette finale comme un simple match de Ligue 1 ou de Coupe de France. Le cerveau, il est conçu pour absorber les signaux sociaux autour de lui. Ouais, il scanne l'environnement en permanence. Exactement. Et si l'environnement virtuel hurle que l'événement est historique, l'amygdale perçoit ça comme une menace immense. Et boum, production massive de cortisol. Ah oui, l'hormone du stress. C'est un peu comme mettre son téléphone en mode avion avant un entretien d'embauche hyper important, quoi. On refuse de laisser le chaos extérieur dicter son rythme cardiaque. C'est exactement la même mécanique. Mais Sarah, il ne s'est pas juste isolé. Pour maintenir cette illusion de normalité, il a recréé sa bulle. Les sources disent qu'il s'est entouré de son frère et son coiffeur, qui est un ami proche, et ils ont juste joué à la PlayStation en discutant de tout et de rien. Ce qui est super intéressant ici, c'est que recréer son cocon habituel, ce n'est pas juste pour passer le temps. C'est un mécanisme de défense psychologique très puissant. Ah bon? Comment ça? En fait, reproduire une activité super banale envoie un message au système nerveux. Ça lui dit « regarde, on est sur un canapé, on joue à la console, il n'y a pas de danger immédiat. » Ça maintient l'équilibre du corps. Ouais, ça calme le jeu. Mais attends, il y a le détail qui tue dans cette histoire. C'est l'influence de son père. Ah oui, le fameux détail. Ouais, parce que son père, il a joué la finale de la CAN en 2002, Ouais. 23 ans avant, et pourtant Sarr explique qu'ils n'ont échangé par SMS que sur des trucs personnels. Zéro discussion sur la finale. Et ça, c'est un choix fort. Mais moi, je trouve ça fou. N'est-ce pas dangereux d'ignorer l'éléphant dans la pièce? Je veux dire, ne pas parler du match avec quelqu'un qui l'a vécu, n'est-ce pas une occasion ratée? C'est hyper contre-intuitif, je te l'accorde. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que le père savait exactement ce qu'il faisait. C'est-à-dire? Il savait que s'il commençait à parler du match, le stress allait juste s'accumuler. Parler de son expérience de 2002 aurait ajouté le poids de l'héritage familial sur les épaules de Sarr. Ah ouais, genre la pression de faire aussi bien que papa? Exactement. C'est une surcharge cognitive inutile. Parfois, le meilleur mentorat, c'est le silence sur le sujet principal. C'est brillant, en fait.
Mais bon, malgré la PlayStation et le silence de la famille, une fois qu'il est seul dans sa chambre, Sarr avoue qu'il ne pouvait pas empêcher son cerveau de tourner à plein régime. Ah ça, l'insomnie d'avant-match, c'est un classique. Grave. Il dit qu'il imaginait tous les scénarios. De la victoire écrasante, genre on gagne 5-0, à l'humiliation totale de prendre une rouste. Et là encore, c'est le cortex préfrontal qui fait son boulot de simulation. Face à une grosse incertitude, le cerveau préfère envisager le pire pour préparer le système nerveux, plutôt que de rester dans le vide. Sauf que Sarr s'est formellement interdit une seule pensée. Le point pivot, c'est qu'il s'est dit « interdiction de penser, imaginons père à cause de moi ». Waouh! Ça, c'est une discipline mentale incroyable. Ouais, il dit texto « si tu commences à penser comme ça, tu pars défaitiste, et ça, je ne peux pas ». Parce que visualiser l'échec collectif, bon, c'est rationnel, c'est le sport. Mais intérioriser la culpabilité avant même que le match ne commence, c'est ce qui paralyse. C'est la fameuse honte anticipée, hein. C'est ça. La honte, ça crée de la raideur musculaire, ça brouille les décisions. C'est littéralement toxique pour le corps d'un athlète. Et pour contre ça, il s'est raccroché à un mantra hyper rationnel. Il s'est dit « si je suis là, c'est que je le mérite. Et si le coach fait appel à moi, c'est qu'il a raison ». Il délègue la validation à une autorité externe. C'est une astuce géniale pour court-circuiter le syndrome de l'imposteur sans s'épuiser mentalement. Ouais, il s'en remet à l'expert. Bon, on arrive au matin du match. Et là, c'est drôle parce qu'il rompt complètement ses habitudes. Ah ah! Qu'est-ce Ah, qu'il fait? En temps normal, pour un match en soirée, il ne prend presque jamais de petit déjeuner. Mais là, il descend manger parce qu'il a, je cite, « vraiment faim Certainement le métabolisme qui s'accélère avec le stress de la veille. ». Sûrement. Mais attends, on nous dit toujours que la routine est sacrée pour les sportifs de haut niveau. Rompre ses habitudes le jour d'une finale, ça ne devrait pas créer un vent de panique? Ben, si on relie ça à une vision plus globale de la performance, l'adaptabilité est toujours supérieure à la routine rigide. Ah oui, il faut écouter son corps. Exactement. Son corps demande de l'énergie, il lui en donne. Et surtout, cette rupture de routine va lui apporter un bonus inattendu. Complètement inattendu, ouais. Il tombe sur Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye au petit-déj. Les gars sont super tranquilles. Mané le chambre un peu, genre Ah, Mama, tu descends maintenant ?» et lui lance un réconfortant « No stress, frérot. Et ça, c'est la magie des neurones miroirs. » Les neurones miroirs. Ouais. En voyant le relâchement musculaire et le ton badin des vétérans, son cerveau capte l'énergie apaisante du groupe. C'est un transfert de confiance direct. S'il était resté seul dans sa chambre par dogmatisme, il aurait raté ça. C'est fou comme un simple no stress peut changer la donne. Mais la tension monte quand même. On arrive au trajet en bus. Ça maintient sa bulle en écoutant ses sons habituels. Du Ghana, du Nino, du Tchakola. Il reste ancré dans son monde. Voilà. Sauf que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans le vestiaire, l'imprévu total, Moussa Niakhaté lui annonce que Crépin Diatta a fait un malaise, qu'il va mal, et qu'Antoine Mendy va sûrement jouer. Ouf, la douche froide avant d'entrer sur le terrain. Et c'est pas tout. Le groupe parle aussi de problèmes de sécurité autour de l'événement. Bref, c'est le chaos absolu. Chez des échappatoires. Des excuses, tu veux dire, hein? C'est ça. En psychologie, on appelle ça le self-handicapping. On se saisit du moindre problème extérieur pour se faire un bouclier en cas d'échec. Genre, ce n'est pas de ma faute, les conditions étaient terribles. Sauf que Sarr, face à ça, il reste de marbre. Il lâche un truc du genre, ce sont des choses qui arrivent, il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Il refuse complètement l'excuse. Mais net, hein, il refuse que la sécurité ou un imprévu servent de justification. L'objectif unique, c'est le trophée. C'est du stoïcisme pur et dur. Il ramène 100% de sa charge mentale sur ce qu'il peut contrôler, c'est-à-dire lui-même. Ce qui nous amène à l'épreuve du terrain. Le moment de la reconnaissance de la pelouse, le stade est entièrement acquis au Maroc, les sifflets pleuvent, l'ambiance est ultra hostile. La pression maximale. Eh ben, de façon super contre-intuitive, Sarr décrit que c'est à ce moment précis que son stress redescend. Parce que l'anticipation est terminée. Le réel prend le dessus sur les scénarios de sa chambre. Et le recadrage mental qu'il fait est génial. Il regarde la pelouse et déconstruit toute la pression. Il se dit, une passe c'est une passe, un tir c'est un tir, un centre c'est un centre. J'adore ça. C'est comme un chirurgien, non? Un chirurgien qui regarde un cœur sur la table et qui oublie qu'il opère le président pour se concentrer uniquement sur les valves et les artères. L'analogie est parfaite. Moi, ça me fascine, ce côté où le cerveau ramène une situation extraordinaire à des fondamentaux ultra-ordinaires. On appelle ça le chunking. Le chunking. Oui, fragmenter une situation énorme en petites actions gérables. La finalité change, c'est une finale continentale, mais la biomécanique d'une passe sur l'herbe reste exactement la même. C'est juste un bout de cuillère sur du gazon, quoi. Exactement. Et le cerveau s'agrippe à cette certitude physique.
Et on le voit bien avec les derniers mots dans le vestiaire, juste avant le coup d'envoi. Moussa Niakhaté vient dédramatiser en lui disant « Tranquille, si c'est chaud, tu fais péter le ballon, sinon tu joues comme tu sais faire ». Des consignes simples, retour aux bases. Ensuite, Kalidou Koulibaly valide sa légitimité. Il lui dit « Joue ton foot, si tu es là, c'est que tu as le niveau ». La validation par les pairs, hyper important. Mais le détail le plus marquant, écoute bien ça, le coach, il ne lui dit absolument rien, pas un mot. Hein. Et cela soulève une question importante sur le management. Pourquoi? Et un joueur qui est déjà prêt. Ajouter des consignes n'aurait fait que montrer l'anxiété du coach lui-même. C'est dingue. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final? Eh bien, ça dépasse largement le foot. Complètement. Saram a devenu champion d'Afrique avec une méthode stricte qu'on peut tous utiliser. Filtrer le bruit, s'entourer de normalité, refuser les pensées défaitistes, rester stoïque face au chaos et déconstruire la complexité en actions simples. C'est vraiment ça. C'est un manuel de survie pour tout individu confronté au syndrome de l'imposteur ou à une pression écrasante dans sa vie. Ouais, ça nous fait réfléchir et je veux finir là-dessus avec une petite provocation pour ceux qui nous écoutent. Vas-y, je t'écoute. Et si la pression n'était finalement qu'une invention collective? Ouh, vaste sujet. Bah oui, si un stade entier qui siffle pendant une finale continentale peut être réduit mentalement à un simple carré d'herbe où il faut juste faire une passe, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est les seuls véritables architectes de notre propre stress? Je suis fascinée par cette idée. Ça veut dire qu'on a le pouvoir de tout déconstruire. Exactement. Un concept fascinant à méditer pour la prochaine fois qu'un enjeu vous semblera ou nous semblera insurmontable.